Alors, c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, que j'ai lu quand j'étais jeune étudiant en cinéma, dont j'ai eu conscience que c'était un morceau, je veux dire une œuvre, enfin une grande œuvre, que c'était pas juste un bouquin. Et en le lisant alors que j'étais étudiant en cinéma, je pense que c'est un des premiers objets que j'ai rencontrés sur mon chemin, dont je me suis dit, comme ça arrive, ça devient un peu, on en prend l'habitude quand on est cinéaste, c'est une des choses que j'ai mise de côté en me disant un jour j'aurai à faire quelque chose avec ce texte. Je ne sais pas très bien quoi, je ne sais pas très bien comment, mais je me suis comme ça intuitivement senti une intimité avec ce que racontait cette histoire et avec ce personnage, tout en ayant conscience qu'à 25 ans, je commençais à peine à faire quelques courts-métrages dans une école. Je me sentais absolument pas capable, même, je dirais, le plus respectueusement possible du texte, de mettre en scène un film comme celui-là. Voilà, il se trouve qu'après, ce qui s'est passé, c'est que le souvenir, enfin voilà, des années ont passé, 25 ans ont passé, le souvenir du texte, enfin de ce texte et de cette œuvre est resté suffisamment vif dans mon esprit pour que de temps en temps je le raconte à un producteur en disant un jour j'ai un grand projet, ce serait de faire ça. Mais pour ça, il faudrait que je sois devenu un cinéaste aguerri et suffisamment reconnu pour que je puisse disposer d'un budget un peu conséquent, parce que c'est quand même faire un film en costume, quand on fait un cinéma comme le mien, qui est un cinéma à la fois qui navigue entre cinéma et télévision, fiction et documentaire, court, moyen ou long métrage, et à la fois suffisamment personnel pour pas être extrêmement commercial. J'avais jusqu'à Michael Colas pas accès à des budgets qui me permettaient de faire un film comme celui-là. Ce que j'aimais dans l'entreprise, c'était que je n'avais aucune idée de comment faire un film en costume, ni comment faire ce genre de film. Je n'avais aucune expérience et l'idée de me lancer dans quelque chose que je n'avais jamais fait, c'était une chose qui me plaît toujours. J'aime beaucoup la phrase de Gertrude Stein qui dit si on peut le faire, pourquoi le faire. Donc là, je savais que je ne savais pas le faire et que je dirais que dans un premier temps, c'était la chose à faire. Il y a peut-être il y a deux sortes de cinéastes. Il y a les cinéastes qui approfondissent un geste et qui refont toujours le même film et qui l'enrichissent, ou qui l'épurent, et il y a ceux qui au contraire. Et d'être chercheuse. Non, c'est pas. Comment dire, je pense qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que. Il n'y a pas une manière d'être qui est meilleure que l'autre. C'est surtout que c'est deux manières d'aller au fond de soi-même. Voilà. Et de rester le même. Alors c'est soit aller très au fond et épurer et simplifier et ce qu'on est, ce qui est, soit en faisant à chaque fois des choses très différentes, qu'est-ce qui demeure de ce qu'on est, qu'est-ce qui reste et qui fait que, alors qu'avant on avait fait un documentaire sur Disneyland et là on fait un film d'aventure avec un acteur danois et un scénario inspiré d'une nouvelle de Kleist, il y a des gens qui disent ouais mais on retrouve quelque chose de vos préoccupations, de votre intérêt pour le son, etc. Tout un tas de choses. Voilà, c'est comment on se trouve soi-même à travers des gestes extrêmement différents à chaque fois. Si on veut être dans les purs, on n'est pas obligé d'être bressonien. Il y a 50 000 manières de l'être. Melville est dans les purs, il y a d'autres cinéastes qui sont dans les purs, et Haneke est dans les purs. Je pense qu'il n'y a pas de commune mesure entre Haneke, Melville et Bresson. Je pense qu'ils ont chacun conjugué selon leur intime conviction organique, etc. C'est quelque chose voilà. Moi, je l'ai fait à ma manière. Ma manière, je pense que ça a été quelque chose de l'ordre de la palpitation, de l'organique, de la saleté, C'était tellurique. Oui, par exemple, c'est le vent, c'est la lumière,
on s'est beaucoup dit avec Christelle quand on a travaillé le scénario que le personnage n'était pas une sorte n'était pas conscient de la portée politique de sa révolte, mais il avait une intuition politique. Voilà, c'est un personnage qui est d'avant les idées révolutionnaires. Il a une intuition politique. Et du coup, moi, l'idée de l'intuition, c'est une chose qui m'est restée. Et au fond, c'est un film qui fait que les êtres qui agissent sont des êtres qui agissent selon une forme d'instinct presque animal, plus que dans une logique rationnelle. On s'est aussi beaucoup dit ça au moment où on écrivait par exemple les dialogues, où on était tombé, ça Christelle peut peut-être en parler, on était tombé sur des historiens qui disaient une chose qu'on oublie, c'est qu'on ne pensait pas et qu'on ne parlait pas de la même manière. Que la manière dont les idées s'enchaînaient, nous on est des rationalistes, on est des cartésiens, on a hérité de ce moment extrêmement important de l'histoire de la pensée qu'est le cartésianisme, mais il y a eu un avant, et avant on ne parlait pas pareil. Les idées et l'échange des idées dans les dialogues était beaucoup plus chaotique, beaucoup moins rationnel qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc on a fait des recherches là-dessus et on s'est dit, bon, alors peut-être ça pourrait, les choses sont un peu plus heurtées, les choses sont moins expliquées, les choses sont... voilà. Moi, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre, je ne fais pas de différence entre le fond et la forme. Au sens où je ne suis pas philosophe, je ne travaille pas avec des idées, si tant est que les philosophes travaillent avec des idées. Je suis un cinéaste, et en fait je raconte des histoires, et même j'ai envie de dire plus que de raconter des histoires, parce que c'est pas propre au cinéaste, je construis des histoires en images et en son. Voilà. Le film est autour d'un personnage, et ce personnage est un protestant, et je ne veux pas raconter qu'il est protestant, je veux que le film l'exprime. On est dans le monde, dans son monde. Et donc j'ai été dans une logique d'épure et de simplicité, de soustraction tout le temps. Je dirais que ça a rejailli sur la totalité du geste des opérations de mise en scène du film. C'est parti de cette petite idée que comment ne pas dire qu'il est protestant, mais l'exprimer, le faire ressentir et faire rentrer le spectateur dans le monde de cet homme, et dans le monde de ses sentiments et de sa façon de voir le monde. Donc je dirais que c'était le rôle de la mise en scène. Et je dirais que j'ai été dans l'excès, enfin mon geste d'excès a été un geste dans la manière de simplifier, d'épurer, de soustraire, de ne garder que le strict minimum, le vivant, l'organique, etc. Voilà, je suis devenu excessivement simple et... Derrière le travail du spectateur, c'est de coller sur cette simplicité, ce qu'il y ressent et ce qu'il... L'idée, c'est toujours que le spectateur ressente avant qu'il ne comprenne. Je voudrais revenir à la toute première question que vous m'avez posée. Moi, ce qui m'intimidait depuis 25 ans, c'est... Je ne suis pas particulièrement compétent en allemand. Il y a un tel rapport entre cette histoire et l'histoire de l'Allemagne que je ne voyais pas très bien comment, alors que j'adorais ce personnage et cette histoire, qu'est-ce que j'allais faire un film allemand? C'était bizarre. Et en fait, le déclic, ça paraît idiot, hein, mais est venu quand je me suis dit, mais au fond, c'est pas ça le plus important. Le rapport à la germanité, la Saxe, la machin, etc. C'est pas ça le plus important. L'important, c'est un type qui a une obsession, qui va jusqu'au bout et qui donne sa vie pour cette obsession. C'est ça qui est important. Ça peut très bien se passer. Il faut en faire un film européen, même français, c'est pas grave. Donc l'idée, je dis à Christelle, toi qui es un peu plus historienne, etc., est-ce que tu vois un peu les quelques circonstances politico, historico, religioso, machin, etc., qui fait qu'on pourrait juste déplacer, sans trop insister, faire une espèce d'évocation historique et puis on a trouvé cette histoire de princesse d'Angoulême. Oui, ça pourrait se passer dans les Cévennes, autant où dans les Cévennes il y avait une espèce de coexistence pacifique qui a duré une trentaine ou une quarantaine d'années entre les catholiques et les protestants. Et voilà, le tour était joué, j'avais pas de problème. Je racontais une histoire en français, je faisais une coproduction avec l'Allemagne. Ça avait un intérêt parce qu'autour de la question du protestantisme, ça avait du sens que certains acteurs puissent avoir un accent qui donnerait l'origine de la même manière que l'origine de leur nouvelle, ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle foi. Et ça, c'est la grande liberté, c'est celle-là. La
première raison, la vraie raison, c'est que j'ai cherché d'abord chez des acteurs français l'acteur idéal pour incarner ce personnage. Je ne l'ai pas trouvé. Je disais à l'époque beaucoup à la directrice de casting, je cherche un acteur qui aurait cette flamboyance un peu sèche, protestante, je dirais entre le Jacques Dutronc du Van Gogh de Piala et le Clint Eastwood d'il y a 30 ans. Est-ce qu'on a ça dans notre magasin, nous en France? Et on s'est dit, ben non, on ne le trouve pas. À la fois père de famille, à la fois homme ordinaire, à la fois qui est capable d'avoir un charisme incroyable. Et comment dire, la nouvelle de Kleist commence par une description morale du personnage. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas écrire pendant une page une description morale de mon personnage, puis le montrer. Je suis un cinéaste. Il y a quelque chose je dois le présenter. Donc il y a quelque chose qui doit apparaître tout de suite. Donc je cherchais un acteur qui porte dans son visage, dans sa silhouette, quelque chose de cette incroyable droiture morale, cette espèce de raideur, cette espèce de pureté et de raideur qui est décrite par Kleist dans cette fameuse page de description. Et donc j'ai fait part de ce désir à la directrice de casting qui un jour, alors ça ne s'est pas fait d'une seule fois, mais qui un jour m'a montré une photo sur Internet de cet acteur que je ne connaissais pas, Mads Mikkelsen, puisque, je le rappelle, à cette époque-là, Le Guerrier Silencieux n'était pas encore sorti et que je ne suis pas particulièrement pratiquant des James Bond, donc je ne l'avais pas vu dans le James Bond. Le rapport, comment dire, la nécessité que j'ai eu de raconter cette histoire, c'est quand j'ai senti que j'avais quelque chose de collassant en moi et que j'avais, enfin, je veux dire que cette histoire racontait, enfin, disait quelque chose qui pouvait nous dire des choses extrêmement importantes et de notre humanité et politique, historique, etc. J'en avais une conscience folle. C'est la première raison quand mon producteur m'a dit « mais pourquoi tu veux raconter cette histoire ?» Je lui ai dit « mais parce que je n'en connais pas qui raconte mieux quelque chose qui est en train de nous arriver à la fois... c'est le désespoir politique de Colas à voir, je vais très vite, avec le désespoir politique d'hommes et de femmes seuls qui donnent leur vie, qui luttent contre le monde en sacrifiant leur vie. Voilà, je parle d'une chose extrêmement précise à laquelle tout le monde autour de cette table est capable de penser et de faire le lien. Et si on est capable de faire le lien, ça veut dire qu'il y a un lien, que ce lien existe. Et qu'on peut se poser la question, Colas est-il un terroriste ? Et que moi, je ne vous dirai pas ma réponse, mais je pense que l'idée, c'est que chaque spectateur se pose cette question-là et se détermine par rapport à ce qu'il pense et à la manière dont il juge le personnage.